11 février 2008. J'effectue mon premier voyage, 10 ans après à Abidjan, Côte d'Ivoire, avec l'objectif de rencontrer une éminente personnalité ivoirienne dont j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Je ne cessais éventuellement de cogiter sur la nature de ma réception par une personne qui ne s'attendait pas à ma visite. Mais à ma surprise, ma première rencontre de la première semaine de mon séjour à Abidjan avec M. Crémier était comme si nous nous connaissions depuis des années. Simple, modeste, gentil, humble, débonnaire et travailleur sont si peu de mots qui venaient confirmer du bien qu'on me disait de lui. D'abord, ce matin-là, nous partagions ensemble le petit déjeuner dans la cour de sa somptueuse villa que je ne cessais de contempler avec plaisir. Une belle villa de plusieurs chambres, des salles de réception, salle à manger, un grand salon sublimement décoré d'objets d'art, de porcelaine, de photos de famille, un lieu de culte et une belle grande piscine au milieu de la cour. 2 jours après, M. Crémier m'invita à visiter son village et d'autres villages qui sont sous la tutelle du Conseil national d'Agni Bellecro. Il s'agissait pour moi de découvrir les œuvres de M. Eugène Crémier, ou Prési, comme aiment l'appeler les villageois satisfaits des projets qu'il a réalisés. Des fontaines d'eau, de l'électricité, des ponts et des routes, des écoles, des infirmeries et des maternités, des plantations de bananes, des veilles à perte de vue, le tout bouclé par l'installation d'une usine de transformation du caoutchouc à Grand Lao. Des œuvres, des réalisations qui feront charmer plus d'un. Merci monsieur, vous savez, il est très difficile de se présenter soi-même. À cet effet, M. Eugène Crémier est né le 25 novembre 1954 à Assuamé dans le département d'Agni Bellecro. De famille très modeste, ses origines paysannes lui ont appris très jeune à aimer le métier de la terre. C'est ainsi qu'il fréquente l'école du village, ensuite le collège catholique, le lycée Serviateur de Boaké, l'université d'Abidjan. Il fait des études en sciences éco et termine comme inspecteur des finances français. Il rentre en Côte d'Ivoire où il est classé au grade de administrateur des services financiers. Sa carrière administrative a aussitôt démarré au Trésor public ivoirien où il y passe à peu près une vingtaine d'années. Successivement, il s'est recoupé de l'organisation financière des collectivités locales. Il s'agissait en 1982 de mettre en place le système financier de communes qui venait d'être créé en 1980. Fort de ses expériences, M. Eugène Crémier a été appelé à gérer le SACO, un service du ministère des Finances. Il termine ensuite directeur général du budget et secteur parapublic. Depuis lors, sa carrière administrative prend fin le 4 juin 1999. Étant d'origine paysanne, il n'a jamais coupé le pont avec la terre. Il continue alors à développer les plantations que ses parents lui ont léguées. Par ses aptitudes et son sens de réussite qui sont des exemples à suivre, M. Eugène séduit plus d'un. Adulé par les siens, M. Crémier fait ses premiers pas dans la politique. Il conduit alors une équipe au conseil général d'Agni Bellecro qui remplit pleinement les vœux des populations. Mes parents, je vous disais, ils sont paysans, mais à l'époque, c'était la boucle du café et du cacao. Donc eux, ils n'ont fait que le cacao et le café. Malheureusement, nous avons connu de grandes périodes de sécheresse dans notre zone. Le verger a vieilli et toutes les plantations sont presque parties en fumée avec les feux de brousse. Je vais vous en parler un peu plus tard dans ma carrière politique. Pourquoi j'ai choisi de faire la politique un peu plus tard.
Donc les vergers ayant vieilli, les parents n'ont pas su faire leur mutation. Ils sont restés à cultiver le café et le cacao sur des terres qui étaient déjà appauvries par de nombreuses saisons sèches et de feux de forêt. Et donc, ils ont continué à faire et le cacao, qui était la source essentielle de leurs revenus, et du vivrier, beaucoup de vivriers, beaucoup de vivriers. Et vous verrez par la suite comment j'ai eu le goût de la terre et l'amour pour ces cultures vivrières et les cultures pérennes. Pour l'anecdote, je vous signale qu'à 4 ans, je partais en plantation avec mes parents. Aujourd'hui, les multinationales parlent d'enfants esclaves et ceci, cela. Chez nous, dans ma région, nous sommes cultivateurs, j'allais dire planteurs de père en fils. Et l'apprentissage de ce métier se fait dès que vous sortez du berceau. À 2 ans, déjà, l'enfant accompagne son père à la plantation. Donc à 4 ans, je cueillais le café. On me mettait sur une bâche, on tirait la branche de caféier à mon niveau et je cueillais, j'avais ma récolte à faire, mon père avait sa récolte à faire, ma mère avait sa récolte à faire. Donc c'est un travail familial. C'était pas comme en Europe, on forme les enfants à prendre la relève. Chez nous, quand l'enfant accompagne son père et sa mère en plantation, il n'est pas esclave. Au contraire, il fait l'apprentissage du métier. C'est ce que j'ai fait, tout en allant à l'école. Donc, en semaine, nous allions à l'école. Le jeudi, il n'y avait pas cours. Le dimanche, il n'y avait pas cours. Mais ces 2 jours étaient consacrés à la plantation où on partait apprendre le métier de paysan. Donc j'ai grandi dans cet environnement et lorsque j'ai terminé mes études, que je suis rentré en Côte d'Ivoire, étant sur Abidjan, je ne savais que faire de mes dimanches et de mes week-ends. J'ai donc sollicité et obtenu des parcelles de terrain. À l'époque, c'était moins difficile qu'aujourd'hui. J'ai obtenu des parcelles de terrain sur lesquels j'ai commencé à m'exercer. Je n'apprenais pas parce que le métier, je l'avais dans le sang. Donc j'ai commencé à m'exercer et l'appétit venant, nous avons agrandi petit à petit les superficies qui étaient mises à notre disposition. Et il est arrivé un moment où ce n'était plus de l'amateurisme, il fallait faire un choix. Ou bien je restais dans l'administration, auquel cas mon métier de paysan, je n'allais pas pouvoir satisfaire sur cette ambition, où je partais carrément de l'administration pour m'occuper de mes plantations. En 4 jours et 4 nuits, nous avons traversé des villages à la découverte des plantations de M. Eugène. Ici, c'est Cotonou. Il y a des plantations, mais aussi toute une vie qui se passe. Loin de la ville, loin de Agnibeleko. Ici, nous sommes dans le campement de M. Crémian et les ouvriers, les manœuvres de la plantation, nous sommes au nombre de 150 manœuvres. Donc je suis le régisseur, j'ai un chef de manœuvre qui est là, mais pour le moment il n'est pas sur place. Donc, après le campement, on va aller en plantation pour aller visiter la plantation. Où sont les autres? Les autres sont au champ, d'autres sont allés faire des courses dans le village qui est à côté. Oui, c'est M. Dakonibé Lazare, le chef de manœuvre. Ils sont bien rémunérés? Ils sont bien rémunérés. Parce que bon, d'autres même sont partis, ils sont revenus avec leurs frères, leurs trucs, tout ça là. Donc ça fait que sinon ils sont très bien rémunérés. C'est ici, ils logent tous? Ils logent tous ici. Ils sont bien logés, ils sont bien et logés, nourris? Bien nourris. Très bien. Parce que le campement est constitué de 6 bâtiments, de 6 chambres. Donc dans chaque chambre, nous logeons 3 personnes. Ah, ils sont bien logés. Donc, ça fait que
Et les chambres aussi sont de 4 sur 4, donc ça fait que c'est bien espacé. Tous ceux qui sont là, ce sont des mangas. Tout ça, c'est des chambres à coucher. C'est ce qu'il disait, il y a 190 cordes d'igname sur les granges. Qu'est-ce que vous appelez les cordes? Bon, c'est-à-dire une rangée comme ça. Ah, ok. On va utiliser une moitié pour refaire une autre plantation. Et puis la moitié, on donne ça aux manœuvres. On leur vient en aide, comme leur nourriture, on leur donne ça gratuitement. Aussi, vous en distribuez aussi à la population? Si. On distribue aussi aux gens du village. Ceux Donc, qui en ont besoin, ceux qui viennent nous voir, qui sont nécessités, et chaque fois quand ils viennent, on leur fait don de cela. Les premières plantations, nous les avons faites sur Agnama, c'est-à-dire à quelques trentaines de kilomètres autour d'Abidjan, dans la banlieue abidjanaise. Et quand nous avons fini avec les superficies, parce que je ne pouvais pas m'étendre indéfiniment dans cette zone qui était déjà surpeuplée, j'ai dû partir sur la côtière qui part d'Abidjan jusqu'à San Pedro, dans le sud-ouest. Et donc j'ai pris la côtière. J'ai eu une autre parcelle entre Dabou et Grand Laou, la zone appelée Ira, où nous avons quelques centaines d'hectares à ce niveau. Puis nous sommes allés au-delà de Grand Laou, du côté de Djitri, où nous avons une parcelle assez correcte. Donc c'est ce que nous avons développé dans la zone sud et sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais après cela, il fallait, quand j'ai commencé mes activités politiques, il me fallait donner l'exemple aux populations qui m'avaient confié leur destinée. Donc, sur place, dans ma région d'origine, qui est à Imlekro, le département d'Imlekro, nous avons acquis des parcelles cédées par nos parents, sur lesquelles nous sommes en train de développer l'hévéaculture. C'est quand nous avons été élus président du conseil général que nous avons démarré ce projet pour donner l'exemple aux populations locales et leur dire que la forêt qui existait jadis a disparu, le binôme café-cacao devenait difficile à réaliser dans la zone. Le déboisement réalisé non seulement par les paysans, mais par les opérateurs de la filière bois, a commencé à détruire la forêt qui existait dans cette zone. Donc il fallait reboiser. Et reboiser avec quelle essence? Nous avons pensé que l'EVA convenait à la zone et que en faisant de l'EVA, non seulement on fait du reboisement, donc on apporte une protection à l'environnement, mais mieux, on donnait aux populations des revenus immédiats 7 ans après sur la plantation d'EVA. C'est la pépinière de l'an dernier et puis la pépinière de cette année. Donc ça fait 2 pépinières. Nous avons là. C'est combien d'hectares? Bon, la première pépinière, elle est faite sur 4 hectares. Et la deuxième pépinière, elle est faite sur 6 hectares. Le paysan de chez moi, il est pragmatique. Il n'aime pas les discours, il veut voir. Le président que je suis, qui recommande la culture de l'EVA à mes concitoyens, il fallait que je donne l'exemple. Donc j'ai commencé à créer les plantations moi-même et montrer aux populations que non seulement cette variété de culture réussit dans la zone, mais mieux, elle peut nourrir le paysan. Donc c'est cet exemple-là que nous sommes en train de donner. Nous avons démarré, vous avez pu visiter une partie de ces plantations.
Voilà un peu les raisons qui ont justifié, je ne dirais pas la délocalisation, mais le développement du deuxième volet de mes plantations dans cette zone qui est éloignée de près de 400 km de la zone où je suis installé en ce moment. Vous êtes industriel et vous avez une usine à Grand Laou. Alors parlons-nous de cette usine, que fait-elle? Alors c'est une modeste usine. Vous savez, nous avons réalisé nos plantations. À un moment donné, nous nous sommes rendus compte que notre production propre atteignait des proportions telles qu'il fallait passer à la deuxième vitesse. La deuxième vitesse, pour nous, consistait à réaliser, comme en Asie du Sud-Est, des unités moyennes à dimension familiale. Donc nous sommes partis simplement sur une idée, une aventure. Je vous ai dit que je suis atypique parce que je ne suis pas d'abord ingénieur agronome et je suis paysan, je revendique mes origines paysannes. J'ai fait des plantations à dimension industrielle. Il fallait boucler la boucle en installant une unité de traitement pour la production familiale. Mais là aussi, c'était méconnaître certains mécanismes parce que une unité, quelle qu'elle soit, a besoin d'une certaine dimension pour être viable et rentable. Parce que à partir du moment où vous installez une unité, vous avez des charges fixes, vous avez des taxes qu'il faut payer et un certain nombre de charges qui vous tombent dessus. Donc si vous restez à des dimensions purement modestes, vous n'arriverez jamais à rentabiliser votre affaire. Donc on est parti sur une unité initiale de 200 tonnes mois. Au bout de 4 ans, nous sommes passés à 800 tonnes. Donc, vous voyez le taux de progression. Nous avons en 4 ans multiplié par 4 notre production. Et je pense que nous sommes appelés à grandir encore un peu. Donc voilà un peu, c'est une initiative personnelle, familiale, qui aujourd'hui nous amène à d'autres dimensions. Dieu merci, jusque-là, tous nos partenaires extérieurs ont toujours apprécié la qualité du produit que nous leur livrons. Donc nous ne voulons pas produire pour produire au détriment de la qualité. Donc ce souci qualité, et vous verrez que le label de notre entreprise, c'est IDH, c'est le caoutchouc de qualité. Donc nous voulons rester dans ce créneau de qualité, même si le volume n'est pas important, de sorte que notre produit soit apprécié de tous nos partenaires. Donc je pense que nous allons grandir un peu, mais pas de façon démesurée. Je voudrais conserver cette affaire dans le giron familial avec un label de qualité de produit. Les premiers problèmes que nous rencontrons, comme toute industrie naissante, c'est d'abord au niveau du produit que nous recevons. Il faut que je vous précise, IDH a ses plantations propres qui lui fournissent du caoutchouc, j'allais dire, suivi et traité. Et puis, nous recevons du caoutchouc venant des fermiers qui sont autour de l'usine. Alors, c'est à ce niveau que souvent la qualité de la matière première qui arrive connaît des difficultés. Nous avons donc une équipe de moniteurs et d'encadreurs qui suivent les vergers villageois qui sont autour de l'usine pour les amener à nous livrer du caoutchouc de bonne qualité. Donc ça, c'est au niveau de la matière première que nous recevons. Au niveau institutionnel, nous pensons que
Pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore perçu l'importance de la filière viticole et donc nous avons assez de difficultés, qu'il s'agisse des appuis que nous sommes en droit d'attendre d'un pays comme la Côte d'Ivoire en matière de facilité dans les démarches administratives, en matière de compréhension dans tout ce qui doit accompagner l'industrie. À titre d'exemple, nous étions par le passé, tout ce qui était du domaine agricole était exonéré de TVA. Aujourd'hui, l'État a mis la TVA sur tout ce que nous achetons. Or, notre production est à 100% exportée. Donc nous devrions, selon le régime fiscal ivoirien, nous devons être exonérés de certaines taxes. Mais on nous fait payer ces taxes. Ça, c'est une difficulté. Une autre difficulté aujourd'hui, c'est le racket routier. Tous nos camions qui prennent les routes, tous les jours sont rackettés par les forces de l'ordre. Alors on tue l'industrie, on tue l'économie dans son ensemble parce qu'on n'a pas au niveau étatique perçu l'importance d'un industriel dans un État émergent comme la Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, nous sommes impuissants. C'est les pouvoirs publics qui doivent prendre à bras le corps un certain nombre de mesures pour accompagner l'industrie. Donc voilà autant de difficultés que nous rencontrons et qui freinent le développement de nos affaires. Qui parle d'industrie parle aussi d'un bon rendement agricole. Depuis ses fonctions de président qu'il occupe à la tête du Conseil général d'Agnier-Bellecrou, M. Crémière a pris les dispositions pour la lutte contre les feux de brousse. On passe souvent à la radio Gablin. Bon, aussi les comités informent les villageois. Dans le village, on informe, puisque le président de l'église, il est toujours en contact avec les fidèles, l'imam est toujours en contact avec les fidèles. Nous passons par tout cela après leur culte pour informer aussi, nous aider à informer les villageois. Alors, est-ce que vous êtes satisfait dans vos démarches lorsqu'on compare d'il y a 5 ans, 3 ans à aujourd'hui? Est-ce que vous sentez un progrès? Bon, actuellement, il y a un léger progrès. Il y a un léger progrès parce que nous voyons dans la sous-préfecture d'Agnier-Bellecrou, à l'entrée d'Agnier-Bellecrou et à la sortie d'Agnier-Bellecrou, nous voyons la végétation. Bon. Alors qu'il y a à peine 5 ans, à cette période, tout était noir. Le volet politique de ma vie, j'allais dire que je suis technocrate, je suis paysan, donc je ne suis pas politicien au sens moderne du terme, mais ce sont des amis et frères qui sont venus me voir pour me solliciter au poste de président parce qu'ils ont estimé que j'avais les aptitudes, que j'avais l'expérience qu'il fallait pour conduire une équipe. Vous savez, à un moment donné, quand les populations vous font appel, vous ne devez pas faire la fine bouche pour dire je gagne ma vie et je n'ai pas besoin de me mettre à la disposition des autres. Donc c'est un peu un sacerdoce. Nous avons donc accepté de conduire une liste qui a gagné les élections. Et depuis que nous sommes à la tête de ce département, nous avons décidé de lutter contre la pauvreté. Alors la pauvreté, ça commence par quoi? Ça commence par la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures de base essentielles au développement et à la lutte contre la pauvreté. Nous nous sommes attaqués d'abord à la santé, parce qu'il faut vivre pour savoir si vous êtes pauvre ou si vous êtes riche. Donc, pour que les gens puissent vivre sainement, il fallait donc créer un environnement sain. Nous avons commencé par les forages de puits. À ce jour, nous avons foré et développé, équipé plus d'une centaine de puits dans 55 villages. Nous sommes en train d'aller au-delà des puits pour faire
de l'hydraulique villageoise améliorée, c'est-à-dire des châteaux d'eau dans les villages. Vous vous êtes rendu compte de tous ces travaux qui sont en plein chantier. Bonjour papa. Dans le temps, comment est-ce que vous procurez de l'eau? Dans le temps, c'était très opineux le problème d'eau. Les femmes parcouraient des kilomètres et des kilomètres à la recherche de l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons l'eau sur place et c'est une fierté pour le village, une réelle fierté. Moi, c'est Madame Kwasi. Mon monsieur actuellement là, a fait de l'eau là. C'est tellement dur. Où on est quitté, il y a le village qui est là-bas. 1 kilomètre du village là, c'est là où on gagne une pompe là. Maintenant qu'on prend là, nous les femmes là, soulever des grosses cuvettes comme ça, aller monter côte, remplir barriques là, en tout cas c'est dur. Si vous pouvez faire quelque chose pour nous, mettre un peu un château d'eau dans notre village là, ça peut nous aider. Formidable. En tout cas, on était tellement contents que ce que le président a fait pour nous, on reconnaît que vraiment il pense à nous. Bon, auparavant, nos mamans partaient au fleuve pour aller chercher de l'eau. Et aujourd'hui, à notre temps, on gagne l'eau au village ici, tout court. Donc, on est tellement contents et bon, je suis comblé. Bon, l'alimentation du château d'eau en eau se fait sur les bonnes fontaines. Les bonnes fontaines sont gérées par les villageois eux-mêmes, qu'on appelle comme un COGES. Et chaque bonne fontaine est gérée par un individu. Et la somme recueillie permet de payer les factures d'électricité. Donc, c'est que les villageois sont autonomes, ils gèrent sans la participation du conseil. Le conseil réalise pour le bien-être des populations. C'est-à-dire à Bangwa, c'est eux-mêmes qui gèrent leur bonne fontaine pour pouvoir faire les réparations et payer leurs factures d'électricité. Guinan, au bassin. Non, bassin. Comment on dit? On ouvre à quelle heure puis on fait à quelle heure? Il faut pas que comment l'air bon. Tu comment faut pas que l'air bon, pas l'air bon. Il peut où? Il dit il ouvre ça matin 6h, le soir encore 18h. Ça va me lever 6h. 18h, matin 5h, puis 18h. Et par mois, il peut vendre combien? Et qui ouvre ton coach voilà? Les mêmes pas très pour un comme il y a ton patron qui est écrit là, lui, il ne peut pas connaître. Mais ça marche quand même. Tu marches d'un peu. Ça marche un peu. Il n'y a jamais eu de palabre au niveau du forage, de la pompe là-bas. Tu veux pas me amener une pompe? Il n'y a jamais eu de panne? Il n'y a jamais eu de panne, toujours il y a de l'eau. Elle ne pas moi qu'on manquerait. Comment il manque? Il y a des fois quand les moteurs déconnent, là il n'y a pas l'eau, sinon il n'y a pas de panne comme ça. L'extension qui n'a pas été encore faite, donc il y a un problème d'électricité et il y a le problème d'eau aussi, puisque j'habite le domaine et je suis à quelques kilomètres d'un point d'eau. Et tous ces enfants qui viennent ici sont obligés de se ravitailler chez moi, et alors que ce n'est pas chose facile. J'aimerais que, en tout cas, dans les années à venir, il faudrait que ce problème soit résolu. Donc, une fois que vous avez donné de l'eau potable aux populations, il faut maintenant les soigner. Donc, nous avons entrepris un vaste programme de couverture sanitaire de notre département. Nous avons déjà réalisé 2 centres de santé. Nous sommes en train de réaliser 2 autres. Et nous avons équipé l'hôpital général, nous avons équipé les autres centres de santé déjà existants. Donc voilà, au niveau sanitaire, on a donné l'eau, on a donné les centres de santé, on donne les médicaments qu'il faut. Je voudrais ouvrir une parenthèse au niveau de la couverture sanitaire. Nous avons encore beaucoup de besoins à satisfaire. Je souhaiterais que ceux qui nous entendent et qui peuvent nous appuyer dans ce domaine-là, au niveau de la coopération nord-sud, que ces bonnes volontés se manifestent pour le bien de nos populations, soit en équipement des lits, des plateaux techniques et même des médicaments pour soigner nos populations. Donc c'est ce que nous faisons. Elles sont en plein travail. Ici, c'est quoi? C'est le général de l'infirmier qui est ici. Okay.
Et là-bas, c'est l'infirmerie. Le dispensaire. Okay. Merci. Le temps de ce dispensaire, ça me plaît beaucoup, à plus d'un titre. Alors, donc vous travaillez bénévolement? Oui, bénévolement, parce que c'est de notre intérêt. Donc, importance suivant les bains, d'autres. Quelle importance d'avoir un dispensaire dans votre village? Avoir un dispensaire, mais c'est très important. C'est le bonheur. Dans le temps, on n'en avait pas. Mais aujourd'hui, nous en avons un dispensaire. Nous en sommes heureux. Comment est-ce que vous avez accueilli ce projet de construction du dispensaire ici? Lorsqu'on vous a informé pour la première fois, quelle était votre réaction? C'est avec une grande satisfaction. On était vraiment très heureux parce que la population avait vraiment besoin de ça. Parce qu'à un centre de santé à Bobassi, qui est à 7 km, puis un autre qui est à 9 km d'ici. Un autre qui est à 9 km d'ici. À Manzano, le déplacement est très près d'ici. Avec ce projet-là, vraiment, on est très heureux. On ne sait même pas comment il faut remercier le président. Parce que c'est un geste vraiment nous trop au corps. Et avec toute la population, on le remercie. Est-ce qu'auparavant, il y a eu d'autres personnes qui sont venues faire ces propositions, à part le conseil? Non, personne, sincèrement. Depuis que le président nous a offert ça, on n'a même pas allé chez lui d'abord le remercier. On se prépare même pour aller le voir, pour le remercier, parce qu'il a mis le village sur les rails. Alors, présentez-nous votre centre de santé. Bon, le centre de santé, pour le moment, est constitué d'un dispensaire et d'une maternité qui est nouvellement construite et qui va bientôt être opérationnelle quand on aura la sage-femme et le médecin qui est déjà en poste mais qui pour le moment est aux audiences foraines. Donc c'est l'infirmier pour le moment qui assure toutes ces tâches, et celui du médecin et celui de la sage-femme, ce que celui de l'infirmier. Donc là, il y a le bâtiment de la sage-femme, le logement de la sage-femme qui est nouvellement construit aussi, mais qui n'est pas encore habité. Et il y a le nouveau bâtiment, il y a le dispensaire, et de l'autre côté, c'est le logement de l'infirmier. C'est mon logement. Voilà. Ici, nous travaillons avec un personnel, disons, bénévole, qui, comme c'est la soirée, ils ne sont pas sur le terrain. Sinon que le centre est ouvert 24 heures sur 24. Nous sommes disponibles à tout moment et nous pratiquons les soins selon le besoin de la population. Moi, je suis très ému pour la population qui, depuis un certain moment, qui souffrait, qui a soif de ce centre. Il faut dire qu'il se déplaçait notamment avec les malades, avec les femmes en travail. Notamment se déplaçait pour aller à Tanguilan. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un ouf de soulagement. Moi, je ne peux être vraiment très ému de l'implantation de ces centres et qui règle le problème de santé de cette population qui a tant souffert. Alors, parlant donc du dispensaire, est-ce que vous avez tous les équipements nécessaires? Oui, nous avons pour un centre de santé rural, nous avons le minimum pour commencer. Alors, comme on ne peut pas trop de sauce, trop de viande dans la sauce, ne gardez pas la sauce. Mais le minimum pour un centre de santé, je crois que nous avons l'essentiel. Merci bien. Je vous remercie. Quand vous avez donné l'eau et que vous avez construit les hôpitaux et les centres de santé, je suppose que les individus sont en bonne santé, ils boivent de l'eau potable, et ils peuvent se soigner. Maintenant, il faut leur donner l'instruction. Donc, nous passons aux écoles. Voyez-vous, au XXIe siècle, on a, les spécialistes vous diront que la Côte d'Ivoire, ces 10 dernières années, a reculé, alors que le taux d'alphabétisation avait atteint des niveaux acceptables. Depuis les différentes crises politiques qui se sont succédées dans le pays,
tout a reculé. Donc notre rôle, c'était d'abord construire les écoles, l'instruction de base, les écoles primaires. Il y a des villages où il n'y avait pas du tout d'école, où les enfants devraient parcourir 15 voire 20 km tous les matins pour aller dans une école. Et un enfant de 8 ans, quand il a fait ça une semaine, la deuxième semaine, il se porte absent. Donc il faut rapprocher les écoles des agglomérations, des lieux d'habitation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous avons construit beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles. Mais je pense que tout ce que le conseil a pu faire ici au niveau du village a fait l'objet de négociations en termes de priorités de la part de la mutuelle qui ont été transmises au conseil. Et à partir de ce moment-là, on a essayé de reprendre encore certaines priorités selon les moyens du conseil pour implanter les quelques réalisations qui ont pu avoir lieu dans ce village. Alors, quelles sont ces réalisations? Ces réalisations, nous avions beaucoup d'ambition, mais dans un premier temps, nous avons eu 3 classes, un bâtiment de 3 classes. Nous avons eu un bâtiment en termes de logement, de fonction pour les instituteurs. Et puis, nous avons eu également des tables-bancs. Depuis l'année dernière, nous avons eu des tables-bancs. Les 3 classes ont été équipées de tables-bancs également. Mais en plus de cela, comme nous avons transformé ces 3 classes en école maternelle, nous avons demandé 165 tables adaptées aux petits élèves. Et ce qui vient d'être fait, le conseil vient de nous les livrer, les 165 tables-bancs. Donc voici grosso modo les réalisations du conseil au niveau du village de Mazama. Et on sent aujourd'hui que les parents sont contents. Oui, ils sont très contents parce que jusque-là, il n'y a pas eu de parent qui s'est opposé, en tout cas qui n'est pas content de ce projet. Et la preuve, c'est qu'à l'inscription, même quand on dit de venir s'inscrire, ou bien inscrire les enfants, mais il y a l'affluence de telle sorte qu'il y a des enfants qui n'ont pas de place. Franchement, pour le moment, on n'a pas encore de solution, seulement on les recale pour l'année prochaine. Voilà, c'est ce qu'on fait. On a une doléance à faire. Oui. Vous voyez le cadre dans lequel nous sommes. Bon, normalement, ça doit être un cadre bien protégé par rapport à la population, ceux qui passent à n'importe quel moment. Bon, il n'y a pas de clôture. Bon, franchement, à ce niveau-là, vraiment, ça nous préoccupe pour la sécurité des enfants et puis bon, l'amélioration du cadre de vie. Et puisque le conseil ne peut pas tout faire, comme vous l'avez dit, oui. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour aider le conseil? Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore rencontré le conseil en tant que tel. Mais à notre niveau, vous avez vu, on a essayé de faire des clôtures artisanales avec des choses pour pallier un peu à tout cela. Mais ne serait-ce que quelqu'un arrive là avec une petite force et puis tout est gâté. Franchement, il nous manque encore 2 logements, les 2 maîtresses, puisqu'il y a 3 classes. Il faut encore 2 femmes pour soutenir les enfants. Elles sont là? Non, bon, cette année, une devait venir, mais pour problème de logement, vraiment, elle était venue, mais on n'a pas pu la loger, elle est retournée. L'école EPP 3 de Yubakro était conçue en 2 tranches. La première tranche de 3 classes, et une cantine et un logement de maître. On devait reconstruire les 3 autres classes, faute de moyens. Cette année, l'école était obligée d'utiliser la cantine comme en 4e classe. Donc il n'y a plus de cantine. Dans le projet triennal, cette année, on doit commencer à créer les 3 autres classes pour que l'école soit fonctionnelle à part entière. Le village est loin d'ici? Le village est là. À peine 200-300 mètres. Ouais. Je suis là depuis 2006. L'école regorge cette année 2006-2007 200 élèves. Je crois que c'est vraiment profitable pour le village. En tout cas, ça a été la bienvenue puisque, en tout cas, bon nombre d'élèves par le passé étaient sur la touche compte tenu des nombreux problèmes que le village rencontre. Et en tout cas, la création de cette école a été vraiment bénéfique parce que
Cela fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas restés dans le village, qui sont présentement à l'école. Il y a toujours aussi le besoin, il y a des enfants aussi qui attendent le premier jour à l'école, c'est ça? Et il y a les enfants qui attendent. On est obligé de respecter le plafond comme nous demandent nos supérieurs. C'est quand même choquant de voir un enfant qui a en âge de partir à l'école et compte tenu de certaines difficultés, notamment en classe, il y a un certain plafond qu'on ne doit pas dépasser. Donc ces enfants sont restés à la maison pour attendre les années prochaines. Mais d'ici là, vous êtes satisfait de la bonne œuvre qu'il a entreprise? Oui, je suis très satisfait de la bonne œuvre, même si quelque part le problème de logement, comme l'avait souligné certains enseignants, c'est encore le problème clé à Yoboko encore. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui est affecté, il se trouve qu'il n'a pas de logement pour pouvoir venir dispenser les cours comme il le faut. Donc si aussi on peut sensibiliser les parents dans ce sens, ça peut aller. Un logement de maître à Iniko qui est en train de construire pour essayer de parler du problème du logement de maître dans les villages. Et ce logement est construit par l'entreprise EITB qui a entré parce que pour problème de moyens, parce qu'ils sont entrés à aller chercher les moyens pour pouvoir finir ça. Pour commencer, je tiens à remercier très sincèrement le conseil général d'Animblekuru d'avoir pensé à ce village. Mais mon souhait le plus ardent, c'est la construction des logements de maîtres et surtout l'extension de l'école en 6 classes. J'ai un effectif au CP2 de 52 élèves et au CPR, j'ai 26. Je travaille ici avec mon adjoint, M. Nafiassou, qui m'aide dans mes travaux. Et nous sommes là vraiment en bonne et parfaite harmonie. Pour le moment, il n'y a pas eu de problème. Mais il manque un logement. Donc, on demande au conseil général de penser à nous et que les maîtres qui viennent soient logés. La tâche qui incombe au conseil général d'Animblekuru est une grande et difficile responsabilité. La lutte contre la pauvreté implique aussi la construction des routes, la création des maisons de jeunes. L'une des œuvres du conseil qui a été bien accueillie par les villageois, c'est l'électrification des villages à partir des groupes électrogènes. Partout, on retrouve des poteaux électriques, à rien envier aux rues d'Abidjan. D'après eux, même les animaux ont bien accueilli le projet. Et ce village, on a entamé l'électrification depuis l'année dernière et cette électrification est en voie de finition. Et cette électrification va marcher sur un groupe électrogène. Sinon, toutes les installations sont déjà faites avec les poteaux, avec les lanternes, il reste le groupe électrogène. Et l'entrepreneur nous a confirmé qu'incessamment il va faire l'installation de ce groupe électrogène pour le fonctionnement de ce village, de l'électrification de ce village. Merci. Et ce village, tout est financé par le conseil général. Qu'est-ce que l'association des jeunes pense des œuvres réalisées par le conseil dans votre village? Je vous remercie. En tant que président des jeunes, je pouvais vous dire de suite que nous sommes très contents des réalisations du président du conseil général, puisque sans le conseil général, on ne pouvait même pas avoir ce courant, disons, cette lumière qui est venue nous éclairer là. Donc on dit beaucoup merci au président du conseil général. Alors donc, dans le temps, c'était l'obscurité totale. C'est ça. Et quand la lumière est venue, comment cela a-t-elle été accueilli? Bon, cela nous a donné l'impression d'être dans une ville. Tout le monde était content. Même les animaux qui vivent au village étaient contents. Tout le monde, en tout cas, était vraiment content. Alors,
On sait qu'il n'y a pas seulement que la lumière, il y a aussi d'autres besoins du village. Alors, quelles sont les doléances que vous voulez donc poser au conseil et à son président? Bon, actuellement, je ne vais pas trop demander au président du conseil, puisqu'il a déjà tout fait pour nous. Mais néanmoins, je voudrais, si c'est possible, de pouvoir nous aider à construire un foyer des jeunes. En saison pluvieuse, celui-là est toujours inondé. Donc le conseil a décidé de mettre un ouvrage rechargé pour qu'au moins cette piste soit praticable. Et cet ouvrage a été construit en 2 semaines. Voilà, l'entreprise Emorobat. Une fois qu'on est sorti du cycle primaire, il faut aussi des lycées. Donc, dans un deuxième temps, on a déjà réhabilité le lycée d'Aïn-Lekro. Celui de Tangouan est en voie de réhabilitation. Nous allons construire 1 ou 2 autres lycées pour compléter. Il faut dire qu'au niveau social, ce que nous faisons, nous pensons même que nous ne faisons pas assez. Parce que les besoins sont énormes. Je vous ai dit que après 10 ans de crise politique en Côte d'Ivoire, tous les agrégats économiques sont au rouge et c'est les couches sociales les plus faibles qui sont fragilisées. Et elles ont perdu les repères. Il faut donc aider ces couches sociales défavorisées à se prendre en charge. Comment? D'abord en donnant l'exemple. Je vous ai dit que j'ai choisi de développer l'hévéaculture dans ce département. Pour permettre à la région de se protéger contre la désertification. Et donc, tous les arbres qui ont été coupés, protection de l'environnement nous oblige à faire du reboisement. Alors, nous avions le choix entre pratiquement 2 essences. Le teck qui est un bois noble et puis l'hévéa. Et le conseil a créé une pépinière qui est subventionnée, qui permet de donner des boutures aux paysans qui veulent faire de l'hévéaculture. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, pour l'ensemble des jeunes et des femmes qui veulent se prendre en charge et qui n'ont pas accès au réseau bancaire, nous avons mis en place un fonds de garantie auprès d'une institution qui leur permet d'accéder facilement à des modestes prêts qui leur permettent de réaliser leurs rêves et sortir de la pauvreté. Donc, vous verrez des épouses qui ont pris 200 000. Au bout d'1 an, non seulement elles ont remboursé ce qu'elles ont pris, mais elles prennent en charge le foyer entier. C'est-à-dire, monsieur, la scolarité des enfants est assurée par l'activité rémunératrice que madame exerce à partir des fonds que nous avons mis en place. Donc ça aussi, c'est le deuxième volet du social. Le troisième volet, c'est tout l'encadrement. C'est tout l'encadrement, c'est tous les conseils. Quand nous sommes sur place, nous recevons les populations nuit et jour, et la nuit de fois à des heures avancées, pour leur prodiguer des conseils qui, pour monter une petite affaire, qui pour assurer tel ou tel développement de telle affaire. Et tout cela, on assure des conseils gratuits et nous sommes heureux de le faire. Je remercie le conseil de m'avoir aidé à réaliser ce projet et que nous attendons encore beaucoup plus de financement pour réaliser ce projet que vous avez vu peut-être derrière vous. Parce que vraiment, il y a longtemps, j'ai initié ce projet, mais par manque de moyens, je n'y arrive pas. C'est quel projet? Le projet avicole, l'élevage de pondeuses. Voilà. Donc vraiment, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits des réalisations
Vous savez que le conseil général n'a pas de grands moyens. Et bon, nous avons ils ont au moins une trentaine de villages à gérer. Pour me résumer, vous dites pourquoi je fais du social, mais quand on est soi-même d'origine modeste et que Dieu vous a permis d'avoir la chance d'être au niveau où vous êtes, il faut tendre la main aux autres pour les aider à sortir de leur situation. Donc pour moi, c'est un devoir moral. Partout où nous sommes passés, les populations ont fait des bénédictions pour vous. Elles sont même allées jusqu'à vous dire que si vous pouvez vous présenter aux élections présidentielles, qu'elles seront derrière vous. Alors, si le peuple vous présente donc aux élections présidentielles, allez-vous accepter? Quel plan de développement allez-vous proposer pour la Côte d'Ivoire? La question n'est pas à l'ordre du jour. Donc, tout de suite, je dis il faut écarter cette éventualité parce qu'elle n'est pas à l'ordre du jour. Mais ce que je peux... je pense que la Côte d'Ivoire a besoin d'un sang nouveau. C'est le constat que tout le monde fait. La Côte d'Ivoire a besoin d'un sang nouveau. D'un changement. Le constat, il est que la Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'école. Alors que du temps de M. Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire était pratiquement le quartier latin où tous les autres pays venaient former leur camp. Aujourd'hui, la situation délétère qui se vit à l'université et dans toutes les écoles fait que nos diplômes ne sont même plus reconnus à l'étranger. L'école est prise en otage et par les élèves et par les enseignants eux-mêmes. Et le politique est resté inefficace face à cette prise d'otage. Ça, c'est un. Si vous n'avez pas d'école, mais votre avenir n'est pas assuré parce que quels sont ceux qui vont sortir demain pour assurer la relève quand la génération présente va aller à la retraite? L'avenir du pays est compromis par ce gâchis qui se fait à l'école. Ça, c'est un. Deux, il faut mettre les vrais hommes au poste qu'il faut, c'est-à-dire avoir une administration débarrassée de la corruption et de la malgouvernance pour qu'elle soit crédible vis-à-vis non seulement des Ivoiriens qui ont mandaté quelqu'un à la tête du pays, mais vis-à-vis de l'extérieur aussi, parce que nous faisons partie du concert des nations. Nous devons être crédibles lorsque nous prenons des positions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, voyez-vous, la Côte d'Ivoire a besoin d'un changement, même alors d'un changement profond. Et là, pour l'instant, je vous dis, la question n'est pas à l'ordre du jour, mais je pense que ceux qui postulent au poste présidentiel pour les temps à venir doivent nous présenter d'abord un projet de société qui tourne le dos carrément aux raquettes, à la corruption, à la malgouvernance, à l'indiscipline et bien sûr qui nous assure un avenir avec une école assainie. Voilà un peu, de façon résumée, les grands chantiers, j'allais dire, le portrait robot de la personne ou de l'équipe qui, pour ma part, devrait se présenter prochainement aux élections présidentielles. Pour l'instant, tous ceux qui s'agitent n'ont pas donné la preuve qu'ils sont capables de faire ça. Je peux savoir votre mot de la fin? Au terme de 2 semaines, nous venons de faire un tour d'horizon
du projet de société dont je rêve, de l'avenir qui devrait être celui de nos enfants dans une Côte d'Ivoire réunie, réconciliée avec elle-même. Je pense que nous avons perdu beaucoup de temps pendant ces 10 dernières années et qu'il est temps que chacun de nous prenne conscience que plus le temps avance, plus les choses se dégradent et dure sera la reconstruction. Vivement que les uns et les autres taisent leur ego personnel pour s'accorder un seul instant sur le devenir de ce pays qui est beau. Il faut que chacun de nous prenne conscience et dise, si la Côte d'Ivoire avance, nous gagnons tous, que personne n'a intérêt à détruire ce pays. Mais on veut le plus important, c'est que la communauté internationale qui nous a soutenus durant ces 10 dernières années continue, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'énergie, parce que on ne va pas continuer à tergiverser, à discuter chaque fois du sexe des anges. Il faut aller de l'avant. Et donc, que chacun de nous prenne conscience et que Dieu nous aide à sortir de cette situation de ni paix ni guerre. Je vous remercie.